Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour, Georges d'Allemagne. Bonjour. Député fédéral pour le CDH. Vous étiez hier en commission de l'infrastructure. Est-ce que Jacqueline Galland vous a convaincu? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, elle a continué à ne pas dire la vérité. Elle a continué à nier l'évidence, à nier le fait qu'elle avait enfreint la loi de manière assez substantielle, puisqu'elle a été chercher elle-même, c'est sans précédent, il faut le dire, hein, un avocat, un cabinet d'avocats qui n'était pas du tout connu dans le secteur aéronautique, qu'elle a payé très cher, sans appel d'offres, pour faire au final une loi dont tout le monde dit qu'elle est très mauvaise et qu'elle doit être rédigée complètement par l'administration. Ouais, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous dites elle a enfreint la loi. Elle dit l'inverse. Elle dit moi je n'ai pas enfreint la législation, j'ai choisi un cabinet, c'est de concert avec l'administration que j'ai travaillé pour travailler avec ce cabinet et je n'avais pas l'intention en tout cas de contourner la loi sur les marchés publics. Mais elle a dit ça hier. Auparavant, elle avait dit qu'elle avait enfreint la loi. Elle l'avait admis. Elle l'avait reconnu. Et le Premier ministre aussi, d'ailleurs. Hier, elle est revenue en arrière. Mais en réalité, on sait entre-temps qu'il y a un rapport de l'inspection des finances qui dit qu'effectivement, la loi a été enfreinte. Et puis, c'est très clair, c'est très évident. Son administration l'avait alerté sur le fait qu'il fallait un appel d'offres, qu'il fallait en tout cas ouvrir à la concurrence, qu'il fallait au moins interroger 3 cabinets différents pour pouvoir faire un contrat. Ouais. Et donc, on voit qu'elle ne l'a pas fait. Et on voit d'ailleurs qu'elle n'a toujours pas produit le moindre contrat. Elle a admis hier qu'il n'y avait pas de contrat. Ouais. Donc, ça vous surprend, ça, qu'il n'y ait pas de contrat entre un cabinet et le bureau d'avocat qui va le conseiller? Disons qu'au minimum, il faut une lettre de mission, un échange de courrier. Il faut savoir sur quoi porte la mission, quelle est l'ampleur de la mission, quels sont les honoraires, quels sont les résultats qui sont attendus. Tout cela, aujourd'hui, c'est encore totalement inconnu de la part du Parlement, c'est-à-dire que nous avons des informations de presse, nous avons des informations de la part de l'administration. Ouais. Et ça fait pas partie des documents qu'on vous a remis? Non, la ministre elle-même, par exemple, nous savons maintenant qu'il s'agit d'une enveloppe de 591 000 €, c'est l'administration qui nous le dit, mais elle, hier, a refusé de citer le chiffre. Et donc, je trouve qu'il y a là toujours un elle s'abrite derrière la nécessité de garder une confidentialité sur des matières qui sont protégées, soit par la concurrence, soit parce qu'on est sur les matières sensibles quand il s'agit de l'aéroport. Mais elle n'y est absolument pas tenue. Au contraire, elle a un devoir de transparence. Il est normal que le Parlement ait accès à des pièces administratives qui permettent de justifier qu'on paye telle ou telle facture pour tel ou tel service. Il vous manque des pièces. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on ne vous a pas tout transmis? Bien sûr. Même si on a dit qu'on transmettait tout. Bien ce qui était possible de transmettre. Bien sûr. D'ailleurs, l'administration en a fait la démonstration hier. C'est que l'administration nous a fourni, par exemple, toute une série de mails qui se sont égrenés pendant toute cette année, demandant au cabinet de bien vouloir l'informer sur l'état des travaux du cabinet Clifford Chance et sur l'état des travaux en matière de survol aérien de Bruxelles. Et à aucun moment, le cabinet ne répond à ces mails. Ouais. L'opposition a déposé une motion hier qui demande à ce qu'on transmette d'autres documents. Quand il n'y a que l'opposition qui le demande, ça veut dire qu'on ne va pas vous répondre favorablement? C'est-à-dire qu'un peu que l'affaire est close, Georges d'Allemagne. Mais écoutez, le sentiment qui prévaut, c'est que la majorité a décidé de couvrir sa ministre, quelles que soient les irrégularités, quel que soit le viol de la loi, visiblement... Quand on contourne la loi, on s'expose à des poursuites judiciaires? Normalement, oui. C'est au parquet de bouger, a priori. On verra bien, mais en tout cas, il y a là, effectivement, des irrégularités qui nous paraissent graves. Ouais. L'argument de Jacqueline Galland, c'est aussi de dire, on a toujours fait comme ça, mes prédécesseurs faisaient comme ça, l'administration elle-même ne savait pas très bien les conseiller et passait des contrats sans respecter réellement la législation sur les marchés publics. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est Vous dites ça parce que les prédécesseurs ont été en partie CDH? Je le dis parce que les prédécesseurs n'ont jamais été chercher eux-mêmes un cabinet d'avocats qu'ils ont imposé à l'administration sans appel d'offres, alors que l'administration leur aurait éventuellement, le cas échéant, dit qu'il fallait un appel d'offres. Tout ça n'a jamais eu lieu. Ouais. L'administration a été complètement écartée, le cabinet a agi lui-même. C'était pas le cas avec Melchior Wathelet ou avec Catherine Fonck qui a assuré un petit intérim? Bien au contraire. Madame Fonck, d'abord, n'a jamais, évidemment, fait ce genre de choses, et Monsieur Wathelet n'a jamais fait ce genre de choses, mais au contraire, ils se sont intéressés à la manière dont l'administration pouvait passer certains marchés publics, et ils ont demandé à l'inspection des finances de vérifier si l'administration travaillait correctement. Et ils ont transmis le rapport de l'inspection des finances au cabinet de Mme Galland.
Donc ils ont au contraire agi, eux, de manière non seulement extrêmement claire, orthodoxe et en pleine légalité, mais ils se sont intéressés à la manière dont leur administration travaillait. Alors, hier, vous avez entendu Jacqueline Galland. Dans la matinée, vous aviez entendu le patron de l'administration, Laurent Ledoux, donc, qui dirige le service public fédéral de la mobilité. Il n'a quand même pas dit tout à fait la même chose que Jacqueline Galland. Ça veut dire qu'il faut organiser une confrontation entre les deux ? Oui, il y a eu des très grosses contradictions entre les deux, puisque lui dit, ben voilà, on m'a imposé un cabinet, on m'a demandé, on m'a donné le numéro de téléphone d'un cabinet que je ne connaissais pas pour pouvoir voir. C'est pas anormal qu'un ministre choisisse le cabinet avec lequel il a envie de travailler. Eh bien, écoutez, ça ne se fait pas comme ça d'habitude. Non. Désolé, ça ne se fait pas comme ça. On demande à l'administration de remplir un service. Si l'administration elle-même a besoin de se faire épauler par un cabinet, eh bien l'administration organise un appel à la concurrence et choisit le cabinet le plus qualifié. Ouais. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Clifford Chance alors ? S'il n'est pas connu en matière aéronautique, s'il n'est pas celui qui a remis le meilleur prix dans le cadre d'un appel d'offres ? Nous n'avons pas reçu de réponse à cette question, puisque c'est un cabinet... C'est un cabinet qui n'a pas de compétences en matière aéronautique et c'est un cabinet qui est très cher. L'administration l'a soulevé hier. D'habitude, les tarifs tournent autour de 200 € de l'heure, hors TVA. Aujourd'hui, avec ce cabinet, le travail est facturé à 385 € de l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du copinage ? Eh bien, c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Ouais. Donc, vendredi, Premier ministre Charles Michel, auditionné également par la Commission, vous allez lui demander quoi ? Est-ce qu'il peut vous apporter des réponses là où la ministre concernée n'en a pas ? J'espère qu'il aura effectivement l'honnêteté de dire que c'était irrégulier, que c'est inacceptable et qu'il faut effectivement travailler autrement dorénavant. Et je suis surpris qu'il garde toute sa confiance en une ministre qui a à ce point abusé des règles et qui a à ce point eu des écarts par rapport à la loi. Ouais. S'il ne va pas plus loin que ça dans ces déclarations, s'il n'y a pas de confrontation entre Laurent Ledoux et Jacqueline Galland, c'est-à-dire que vous acceptez l'idée qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé ? Je pense que ce sera extrêmement grave, vous savez. Nous avons La confrontation, vous allez la demander ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez une chance de l'obtenir ? Nous avons un devoir d'exemplarité. Vous savez, hier, l'administration, le matin, est venue nous dire qu'ils avaient effectivement commis certaines erreurs dans le passé parce qu'entre le 1er juillet 2013 et maintenant, la loi avait changé et qu'ils n'avaient pas immédiatement adapté. Ça, c'est l'administration, c'est pas la ministre. Elle a admis des erreurs. La ministre qui a commis une faute importante n'a pas admis cette faute. Donc je pense que pour l'avenir, la ministre a un devoir d'exemplarité et j'espère qu'on ne laissera pas passer ce viol de la loi, ce viol grave, important pour une matière aussi sensible. Mais il n'y a que l'opposition qui s'agite, Georges Dallemagne. Dans la majorité, c'est silence dans les rangs et on serre les coudes. Oui, bien sûr, et c'est ça qui est extrêmement curieux. Ça laisse penser que vous voulez le scalp de Jacqueline Galland, mais que c'est pas si grave que ça. Ça laisse surtout penser que visiblement, l'EMR, plus que jamais, est l'otage de la NVA dans cette matière-là comme dans d'autres matières. C'est-à-dire que hier, on a vu la NVA, le VLD, l'EMR et le CDNV ne poser aucune question à la ministre. Ça veut dire qu'il y a un harceler accord sur le fond du dossier ? Je pense qu'il y a simplement le fait que Mme Galland est plus fragile que jamais. Bon, elle n'a jamais été extrêmement solide sur ce dossier, mais elle est plus fragile que jamais et elle a une dette dorénavant à l'égard des partis flamands qui lui ont sauvé la peau et elle va payer cette dette à travers la loi sur le survol aérien et à travers éventuellement d'autres matières, mais c'est apparu très clairement comme cela, politiquement, la conclusion de la journée d'hier. Alors, on va quitter la Belgique et le survol de Bruxelles, on va s'intéresser au Burundi. Il faut craindre un génocide ou une guerre civile dans ce pays ? La situation est en tout cas explosive et extrêmement dangereuse. Je crois qu'il faut vraiment être bien conscient de cela. Vous savez que le président Nkurunziza a obtenu un 3e mandat, qu'il a violé la Constitution. Dans des élections qui sont contestées. Tout à fait, c'est je pense un coup d'État constitutionnel par rapport aux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, très importants au Burundi, c'est ceux qui ont permis de rétablir la paix civile au Burundi. C'est un pays qui avait été traversé par des troubles extrêmement graves dans les années 90, 300 000 morts. On a un peu oublié ça parce qu'on a surtout évidemment... On s'est focalisé sur le Rwanda. Voilà. Mais donc un pays qui reste extrêmement fragile. Et donc un président qui aujourd'hui est en train d'allumer l'incendie en assassinant systématiquement des opposants, des militants des droits de l'homme, des journalistes, et en tenant un langage, soit lui-même, soit certains de ses principaux collaborateurs, par exemple le président du Sénat, par exemple le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, qui ont eu des propos extrêmement graves
ces derniers jours. Les propos, c'est quand on parle de travailler, quand on parle de nettoyer, donc c'est une rhétorique qui était celle du génocide au Rwanda. Voilà, quand on dit qu'il faut exterminer, c'est le mot qui est utilisé, exterminer les opposants, tous ceux qu'on va désigner, qu'il faudra travailler, qu'il y aura à un moment donné un signal qui sera donné pour travailler. Et donc ça, c'est un vocabulaire pré-génocidaire. C'est un vocabulaire qui a été utilisé dans les mois et les semaines qui ont précédé le génocide du Rwanda. On n'est pas encore dans une guerre civile, on n'est pas encore dans ce scénario-là, mais ce scénario-là, il est en train d'apparaître de manière extrêmement Alors, on entend bien précise. les protestations de la communauté internationale. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées. Donc, on a évidemment protesté quand on a vu qu'il y avait la police qui nettoyait certains quartiers, que ces quartiers étaient en train de se vider de leurs habitants. C'était les quartiers les plus contestataires. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la communauté internationale aujourd'hui? On ne va pas intervenir au Burundi. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont en train de se mettre en place. D'abord, la Belgique a suspendu son aide d'État à État. Faut pas oublier qu'il n'y a plus de coopération au développement. Il n'y a plus de coopération à travers les canaux officiels et gouvernementaux. On continue à aider certaines organisations, et notamment de la société civile et des droits de l'homme. La deuxième chose, c'est qu'il y a pour l'instant des discussions au Conseil de sécurité, à l'initiative de la France. Il y a une résolution qui est en train de discuter au Conseil de sécurité pour mobiliser la Cour pénale internationale. C'est important. Il faut que les responsables qui sont en train d'allumer l'incendie sachent qu'ils seront poursuivis. Ça suffira? Par une Cour pénale. C'est en tout cas un moyen de dissuasion important. Troisièmement, il y a des sanctions ciblées qui sont en train d'être mises en place à l'égard des principaux responsables de ces graves troubles. Des sanctions sur leur compte en banque, sur leur permis de voyager. Ce sont des éléments importants. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est de pouvoir mobiliser, le cas échéant, une force de paix pour pouvoir intervenir au Burundi et pour pouvoir protéger les populations. Si c'est le cas, la Belgique en fera partie? Elle devrait en faire partie? Alors, la Belgique ne peut pas agir seule. On le sent bien, le Burundi est en train d'essayer de disqualifier la Belgique parce que la Belgique... Je vais vous dire ce qui a été dit ce matin par Pascal Diembeda. C'est le président du CNDD, c'est le parti de Nkurunziza qui est donc au pouvoir. Il est également président du Parlement burundais. Les lobbies belges et leur réseau lancent des déclarations apocalyptiques pour protéger une nébuleuse politicienne que ce colonisateur belge finance et arme, et ce n'est rien d'autre qu'une tentative de recolonisation du Burundi. Ça veut dire qu'on est désigné comme étant ceux qui sont derrière les opposants. C'est évidemment ridicule et grotesque, mais derrière toutes ces diatribes, il y a la volonté de disqualifier la Belgique, de disqualifier la communauté internationale en général, parce que nous sommes sur la même longueur d'onde que les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, d'autres pays, par rapport à des propos extrêmement graves et haineux qui ont été tenus. Je vous cite juste une phrase. C'est le président du Sénat qui parle. Vous devez pulvériser, vous devez exterminer ces gens qui ne sont bons qu'à mourir. Je vous donne cet ordre, allez-y. Ça, ce sont des propos qui ont été tenus dimanche dernier. On ne peut pas rester insensible par rapport à cela. On ne peut pas attendre, comme on a attendu dans le cas du Rwanda, qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts avant d'intervenir. Donc ces propos-là, ils sont non seulement extrêmement graves, mais nous devons pouvoir dès à présent dire à ceux qui les tiennent qu'ils seront redevables devant la Cour pénale internationale, devant la communauté internationale, des violences. Et ça, c'est Georges Dallemagne, député de l'opposition, qui le dit. Il faudrait que ce soit le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, ou une autorité belge qui le dise aussi? Je fais confiance. Je ne veux pas polémiquer, même si je pense que le ministre des Affaires étrangères doit faire plus et mieux et plus vite dans cette question-là. Je fais confiance à notre gouvernement pour qu'il agisse. La Belgique doit intervenir. De concert avec l'Union européenne et la communauté internationale pour éviter qu'il y ait de nouveau un cataclysme au Burundi. Merci, Georges Dallemagne, d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. À demain.